Welcome everybody. Welcome to this session. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à cette session. Nous allons parler. Cette session est intitulée Un regard neuf sur la malnutrition par carence en micronutriments, maintenir les progrès et répondre à de nouveaux défis. Nous avons l'interprétation en anglais, français, espagnol, russe et arabe. Vous pouvez trouver l'icône de l'interprétation en bas sur votre fenêtre de Zoom. Vous pouvez cliquer sur cette icône et ensuite choisir la langue de votre choix. Et nous aurons des présentations dans les diverses langues aujourd'hui. Cette session est la 5e sur 8 de la semaine de la santé pour préparer le sommet de la nutrition pour la croissance. L'OMS et l'UNICEF organisent cette série de webinaires qui se concentrent sur l'amélioration de la nutrition à travers une approche à plusieurs volets. Je m'appelle Karen Koldin, je suis consultante indépendante en nutrition publique et travaille en tant que permanente pour l'UNICEF, l'Initiative pour l'enrichissement des aliments et le Réseau mondial de Lyon. Et j'ai travaillé sur tous les thèmes liés à la nutrition publique et ces dernières années, je me suis concentrée sur la malnutrition par carence en micronutriments et l'enrichissement des aliments. Aujourd'hui, donc, je répète le titre de cette session, Un regard neuf sur la malnutrition par carence en micronutriments. Les objectifs de cette session sont partager l'analyse de la situation sur la malnutrition par carence des nutriments, fournir des remarques sur les interventions en cours et sur la couverture mondiale et mettre en lumière certaines bonnes pratiques et des approches centrées sur l'individu et la population, entre autres. Nous allons mettre en lumière et encourager des actions innovantes et audacieuses pour répondre à la malnutrition par carence en micronutriments à travers une approche à plusieurs volets, je le disais, et tout cela dans le cadre du sommet de la nutrition pour la croissance. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une présentation liminaire sur la situation mondiale et ensuite nous allons avoir des présentations de Malaisie, de l'État de Palestine et du Guatemala sur ce sujet. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais adresser plusieurs questions d'intendance. J'aimerais vous demander de vous présenter dans le chat. Vous pouvez vous présenter en donnant votre nom et votre pays. Je pense que ce serait une bonne chose que tout le monde sache qui est présent aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en ligne par la suite. Et l'interprétation sera également disponible. Je vais présenter tous les intervenants, mais vous trouverez davantage de détails à leur sujet grâce au lien qui se trouve dans le chat. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Nous vous encourageons à soumettre vos questions aux orateurs dans l'onglet dédié de questions-réponses. Il est visible à l'écran et vous pouvez poser vos questions au cours de ce webinaire. Les orateurs pourront répondre à vos questions durant les présentations et durant la session de questions-réponses à la fin. N'oubliez pas de mentionner à qui s'adresse votre question et si il y a des questions pour lesquelles vous souhaitez voter, vous pouvez voter pour que cette question remonte. Nous n'allons pas prendre de questions orales, tout se fera via l'onglet dédié. Alors, je vais commencer. Je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire avec un aperçu de ce que nous savons de la situation actuelle de la malnutrition par carence en micronutriments et sur un aperçu des interventions en cours. Je vais donner la parole à Omar Dari. Omar est actuellement spécialiste en sciences nutritionnelles au Bureau pour la santé mondiale à l'Agence des États-Unis pour le développement international. Il a travaillé dans le domaine de la nutrition de santé publique en se consacrant à la recherche et à la planification stratégique au niveau national et global. Ses domaines d'expertise sont l'évaluation des micronutriments et l'enrichissement des aliments. Il a travaillé en tant que conseiller pour plusieurs organisations et a fourni un appui technique à plus de 45 pays. Il est diplômé en biologie de l'Université de San Carlos au Guatemala et il détient également un doctorat en biochimie de l'Université de Californie de Riverside. Merci beaucoup. Omar, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous et je vais commencer dès à présent ma présentation. Alors, j'aimerais vous parler des progrès qui ont été faits dans la prévention contre la malnutrition par carence en micronutriments. Mais nous avons encore des progrès à réaliser. J'aimerais vous parler de la nature de l'être humain. L'être humain est en haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que nous avons accès
à plusieurs sources de nutriments qui viennent des nutriments qui sont consommés par les carnivores et les herbivores notamment. Nous sommes en haut de la chaîne alimentaire, je le disais. Cela veut dire que nous dépendons de nutriments qui sont créés par les animaux et par les plantes. Et notre métabolisme peut les digérer. Alors, la principale source, nous arrivons à ingérer des vitamines grâce au soleil notamment, mais nous n'avons pas toujours accès à tous les nutriments. L'on peut obtenir de la vitamine D en enrichissant certains aliments notamment, mais cette vitamine n'a pas été apportée à tous les aliments. Et cela a été corrigé par un règlement. Et cela, c'est un exemple du Canada. Et nous avons besoin d'un apport approprié, ni trop peu, ni trop, tout simplement. Et nous avons besoin de cet apport approprié pour en tirer tous les bénéfices. Dans notre lutte contre la malnutrition, il faut comprendre quelles sont les sources naturelles de micro-aliments dans notre alimentation. Et ainsi, vous voyez ici plusieurs exemples qui concernent différents groupes de vitamines. En vert, ce sont les vitamines que nous devons consommer à partir de plusieurs catégories d'aliments. Vous voyez que les plantes sont source de beaucoup de micronutriments qui ne sont pas forcément présentés sur ce graphique. Nous devons également consommer du fer, du zinc et du calcium. Il nous faut certaines quantités pour certains micronutriments et pour d'autres, il nous en faut beaucoup plus. Par exemple, pour le calcium, c'est 27%. Sur ce graphique, vous voyez également que grâce à un modèle, nous pouvons prédire l'efficacité des micronutriments et prévoir quel est l'apport nécessaire. Alors, nous allons être précis. Et l'étape numéro 2, c'est de bien évaluer quelles sont les carences en micronutriments. Ici, vous voyez un exemple des femmes non enceintes et non allaitantes en Ouganda. Vous voyez en bleu la région de Kampala, en vert la région du sud-ouest et en orange la région du nord. Et l'on porte une attention particulière à l'iode, à la vitamine A, entre autres. Et l'iode, la vitamine A, par exemple, les apports ne sont pas suffisants. L'on voit également qu'en Ouganda, qui est un pays en développement, l'alimentation se base sur des plantes, mais les pays, selon leurs revenus, ont des alimentations différentes. L'on ne peut pas savoir à l'avance si les carences sont les mêmes dans les différents pays. Il faut faire au cas par cas. Nous devons mesurer les besoins et l'impact des interventions. Par exemple, la carence en iode était présente au début du XXe siècle dans les pays pauvres et dans les pays riches.
Mais il y a différentes stratégies pour augmenter l'apport en iode. Sur ce graphique, vous voyez la prévalence pour plusieurs groupes d'âge, mais pas pour les individus. Et ici, et les chiffres concernent également, sont donnés en 10 microgrammes par décilitre ou par 100 microgrammes par litre. Alors, même dans une publication de l'OMS, les chiffres n'ont pas été bien interprétés et les carences avaient été mal interprétées. Donc, le seul continent qui était à risque en carence en iode en 2008 était l'Europe. Pour ce qui est des autres continents, ils ne sont pas confrontés à ce problème. Nos collègues du réseau mondial ont corrigé cette erreur et ont montré qu'en 1993, plusieurs régions connaissaient des carences en iode, vous le voyez sur le graphique à gauche. Mais aujourd'hui, plusieurs pays sont désormais protégés de cette carence en iode. Il faut souligner qu'en Europe, la prévalence était moins élevée au XIXe siècle, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Les produits consommés aujourd'hui proviennent de sources animales. Ce qu'il faut également mentionner, c'est que nous avons appris que certains apports peuvent avoir des répercussions négatives. Il faut évaluer périodiquement les carences pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Au début des années 1990, nous avons lutté pour combattre les carences en vitamine A. Vous voyez ici les chiffres pour l'Amérique centrale. Et la section orange des colonnes sur le schéma en haut à gauche montre les apports en vitamine A à travers du sucre enrichi, notamment. Pour les schémas du bas, ces schémas illustrent la prévalence du faible apport en vitamine A dans le lait d'allaitement. L'Amérique centrale a sélectionné le sucre comme moyen d'apporter de la vitamine A, car c'était dans les années 1970 le seul produit qui était produit par l'industrie. Mais le but n'était pas de promouvoir la consommation de sucre. La plupart des autres pays dans le monde, au lieu d'enrichir les aliments, ont introduit des compléments en vitamine A comme stratégie pour combattre cette carence en vitamine A. Un autre exemple, le trouble du tube neural. On peut prévenir ce trouble grâce à l'enrichissement en farine de céréales. Et ce trouble, on a observé une réduction de ce trouble lorsque l'on consommait des aliments enrichis. En bas à droite, sur le graphique, vous voyez
les preuves épidémiologiques et les chiffres qui concernent la réduction du trouble du tube neural. L'utilisation de compléments avec d'autres nutriments peut également avoir un impact positif. Mais dans les pays à faible revenu, il faut davantage utiliser de compléments. L'on a utilisé donc lorsque l'on a utilisé la farine de céréales, on a rencontré davantage de succès. En 1990, l'on a atteint nos objectifs. En 2020, l'on a également atteint notre objectif pour l'horizon 2025. Et désormais, nous sommes en 2021. Et nous n'allons peut-être pas atteindre notre cible. Alors, il faut se demander pourquoi. Ici, vous voyez un exemple de Costa Rica. Et ici, vous voyez les chiffres pour les femmes non enceintes et non allaitantes, mais également pour les enfants. Et l'anémie chez les enfants et l'anémie notamment a été réduite chez les enfants. L'une des raisons de ce succès a été l'augmentation de compléments de fer. Et l'on a utilisé plusieurs types de farine pour ce faire. L'on a utilisé notamment du lait en poudre et de la farine de maïs. Donc la farine et le lait sont de très bonnes sources et cela apporte la moitié des apports en fer. Et aujourd'hui, les enfants qui souffrent d'anémie sont très peu nombreux. C'est donc là une histoire réussie. Et nous avons besoin d'un aperçu global de la situation. Au Costa Rica, donc la carence en fer a été réduite et notamment la carence en d'autres micronutriments. Ce qui est important, c'est que c'est la situation microéconomique qui s'est améliorée. Par exemple, nous avons l'eau potable est accessible à 96% des personnes. Nous avons appris que le métabolisme humain ne digérait pas toujours bien l'iode, et donc il fallait enrichir les aliments. J'aimerais également mentionner l'importance du lait d'allaitement pour empêcher les carences en micronutriments. Le lait d'allaitement, c'est plus que des nutriments. Cela protège les enfants et cela les aide à développer leur système immunitaire. Et j'aimerais rappeler que la plupart des micronutriments de l'alimentation de la mère sont transférés à l'enfant durant la grossesse et ce ensuite après par le lait d'allaitement. Nous avons appris que l'iode et les vitamines qui sont fournis dans les aliments naturels et les aliments enrichis sont des différentes stratégies très efficaces pour améliorer l'apport des nutriments de la mère à l'enfant. Et lorsque la
diversification alimentaire ou l'enrichissement alimentaire est possible, ce sont des moyens très efficaces. Alors, que devons-nous faire à présent? Comment pouvons-nous optimiser nos progrès? Il ne faut pas risquer de faire mauvais usage de nos ressources. Nous devons nous coordonner nos interventions pour que nos interventions se complètent. Et pour ce faire, il faut avoir en tête la diversification alimentaire. Il faut également avoir une stratégie d'enrichissement des aliments à large échelle et il faut également apporter des compléments en micronutriments. Et ainsi, pour l'avenir, c'est une bonne combinaison de stratégies pour assurer la sécurité, pour assurer une réponse efficace, pour réduire les coûts et pour promouvoir la durabilité locale. L'étape peut-être la plus importante est de chercher une efficacité des programmes. En 1990, UNICEF a proposé une approche triple A. Il s'agissait d'évaluer, d'analyser et d'agir. Car avant d'agir, il faut évaluer et savoir quel est le problème. Ce n'est qu'après une analyse critique que nous pouvons décider, identifier le problème et décider comment agir. Mais cela demande du temps, de la connaissance et de l'expérience. En conclusion, pour améliorer nos chances de réussite, pour lutter contre la malnutrition par carence en micronutriments, il faut regarder quel est le contexte, quelle est la situation. Avant d'agir, il faut définir le problème pour identifier l'ampleur du problème. Et les causes peuvent être différentes selon les pays et selon les communautés. Il faut analyser la faisabilité de nos interventions. Une fois qu'un programme est en cours, il est essentiel de mettre en place des systèmes fiables et durables. Et cela nous permettra d'évaluer quel est l'impact de toutes ces interventions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Omar. Merci pour cette très bonne présentation. Donc, pour résumer, Omar a résumé quelles sont les étapes que l'on peut prendre et quelles sont les leçons qu'ils ont tirées de leurs interventions. Il s'agit notamment d'optimiser nos interventions. Omar, je vous remercie. Je vais à présent présenter Nurul Zainuddin. Puan Zaiza est sous-directrice à l'unité nutrition du ministère de la Santé de Malaisie. Elle est principalement responsable de la nutrition maternelle. Elle possède 14 ans d'expérience en tant que nutritionniste auprès du ministère de la Santé en Malaisie. Elle se concentre notamment sur l'éducation et l'autonomisation des femmes, sur l'importance de suivre une alimentation saine pendant la grossesse, avant la grossesse, sur la prévention et le suivi de l'anémie durant la grossesse et sur le suivi de la prise de poids pendant la grossesse. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez poser des questions durant les présentations et ce dans l'onglet consacré. Et je donne la parole à Zaiza. Merci beaucoup. Il est actuellement 7 heures du soir chez moi. Je vais partager mon écran avant de commencer. Est-ce que vous pouvez voir mes diapositives? Très bien. Mesdames et messieurs, je suis ici pour représenter mon pays, la Malaisie, et pour
parler de la lutte contre l'anémie lors de la grossesse. Je vous remercie de me donner cette occasion de m'exprimer. Il s'agit de lutter contre les carences en fer auprès des femmes. Et ma présentation est consacrée à toutes les personnes qui travaillent avec moi. L'anémie a des répercussions sur les femmes et cela peut avoir des répercussions notamment après la naissance. C'est un cercle qui peut être vicieux et qui peut affecter la génération suivante. Et si vous voyez les chiffres d'anémie pour les femmes en âge de procréer et pour les femmes enceintes, donc les chiffres étaient par exemple de 29,9% en 2019 pour les femmes en âge de procréer. Et pour les femmes enceintes, le chiffre était de 29,3%. Alors pour ce qui est des problèmes nutritionnels chez les femmes peuvent souffrir d'une alimentation non équilibrée, de problèmes de santé, de sous-poids ou de surpoids et d'obésité. Et tout cela peut avoir des répercussions négatives sur le début d'une grossesse. Alors, comment luttons-nous contre l'anémie en Malaisie? Tout d'abord, nous mettons en place des initiatives pour un enrichissement obligatoire des aliments en farine qui contient du fer. Et nous luttons également contre l'anémie à travers des actions de plaidoyer dans les écoles, dans les institutions et dans les médias. Et nous avons également un programme qui se concentre sur les compléments en fer, sur les procédures d'assurance qualité et sur l'éducation en nutrition. Les soins prénataux ont été au centre des mesures du gouvernement. « 80% des femmes enceintes se rendent dans une clinique pour un contrôle prénatal. « 85% des femmes ont accès à une clinique à travers le pays. Nous cherchons également à renforcer nos services de nutrition pour les soins prénataux. Nous agissons à différents niveaux. Nous avons plusieurs nutritionnistes qui sont responsables de la prévention et du suivi de l'anémie dans le programme des femmes enceintes. Ces nutritionnistes sont responsables de mettre en œuvre des stratégies et des activités qui doivent être mises en œuvre au niveau national. Et nous avons également une approche, nous avons également des indicateurs, par exemple, où nous évaluons si les femmes souffrent d'anémie à 36 semaines de gestation. Nous avons également plusieurs spécialistes qui travaillent dans les cliniques pour ce qui est des soins prénataux. Nous avons notamment, par exemple, un pharmacien qui joue un rôle actif dans
qui jouent un rôle actif et qui collaborent avec les nutritionnistes et les professionnels de santé. Le nutritionniste était chargé de surveiller la nutrition, d'apporter des conseils en nutritionnel. Les infirmières sont également responsables du suivi des femmes enceintes. Et nous avons également des spécialistes qui travaillent en laboratoire pour évaluer, pour mener des tests cliniques. Alors, vous voyez ici la gestion de l'anémie dans les soins prénataux, comme vous le voyez chez nous en Malaisie. Ces soins prénataux sont offerts plus de 8 fois ou 10 fois selon les problèmes rencontrés par la mère. Le niveau d'hémoglobine sont étudiés dès la première visite, ainsi que l'historique, le risque d'anémie, mais aussi nous nous penchons sur la non-conformité des suppléments oraux. Nous étudions au fil des visites les différents niveaux d'hémoglobine. Une fois que la mère est à sa 36e semaine, nous testons le niveau hémoglobine, mais aussi offrons une démarche nationale d'indicateurs pour ce qu'on appelle le NIA, l'approche nationale indicateur. Et c'est un ensemble de bonnes pratiques dans les domaines de la santé qui permettent d'arriver à des cibles précises. Nous avons observé que les niveaux d'anémie étaient faibles en Malaisie à la 36e semaine. Ceci a augmenté grâce à cette démarche d'indicateurs nationaux. C'est un cycle d'assurance qui permet d'identifier, de hiérarchiser, d'analyser le problème avec une étude d'assurance de qualité, d'identification des mesures de recours à mettre en place. Et nous avons aussi une mise en œuvre des activités de recours et une réévaluation du problème dans ce cycle d'assurance qualité. Ce processus est mis en œuvre à l'échelon national, mais également au niveau des États et des districts pour veiller à ce que les cibles d'anémie en deçà de 5% soient réalisées d'ici 2025. C'est le résultat de notre intervention de lutte contre l'anémie au sein de notre démarche. Vous le voyez, il s'agit d'un recul stable grâce à des chiffres qui sont passés de 20,8 à 5,2 entre 2010 et 2020. Nous avons lancé une mise à l'échelle des services de nutrition en 2010, un programme d'assurance de qualité en 2012 et puis une démarche d'indicateur national en 2015. Et c'est où nous en sommes aujourd'hui. Outre cela, nous avons aussi mis en place des équipes de professionnels de la santé multidisciplinaires pour atteindre cette cible. Nous espérons maintenir et réaliser moins de 5% d'anémie au sein de la population de mères d'ici 2025 dans nos cliniques. Alors, quelle est la voie à suivre en ce qui concerne la prévention et le contrôle de l'anémie?
eh bien, nous avons axé notre campagne sur les soins, mais nous désirons également faire de la prévention avec l'autonomisation des femmes qui doivent manger plus sain en âge de procréation. Et nous avons mis en place des campagnes de sensibilisation à l'adresse des femmes en âge de procréer. Et nous avons aussi une campagne Femmes saines, pays sains. Ces femmes doivent avoir des modes de vie sains et une nutrition saine pour pouvoir prévenir l'anémie parmi les femmes, ainsi que pour maintenir ces résultats dans les programmes prénataux. Voilà, je suis arrivée à ma conclusion. Merci beaucoup. Thank you, Zaiza, for a very nice presentation. Je vous remercie infiniment, Zaiza, pour cette présentation excellente sur la façon dont le gouvernement malaisien améliore la lutte contre l'anémie. Je vous remercie. Je voulais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions dans l'onglet questions-réponses à l'endroit des intervenants. Maintenant, j'aimerais présenter Moussa Al-Aïka, ingénieur. Pardon, c'était donc mon chronomètre. Il s'agit du directeur du département de la nutrition au ministère palestinien de la Santé. Il a été membre de l'association agricole des ingénieurs, de l'initiative de renforcement de la farine et de l'association palestinienne de l'alimentation et de la nutrition. Il a un diplôme de premier cycle de l'université Hébron en nutrition et technologie alimentaire. Il présentera en arabe et vous pouvez donc utiliser l'interprétation pour écouter sa présentation dans la langue de votre préférence. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vous remercie pour cette opportunité. Je vous remercie pour cette initiative de la part de l'UNICEF et de l'OMS. Je salue mes collègues. Notre présentation explique l'approche qui a été adoptée pour faire face aux différents défis, notamment pour les adolescents et les jeunes au niveau des écoles et des institutions scolaires. Nous avons coopéré avec nos collègues l'UNICEF dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, je voudrais juste vous donner quelques chiffres pour vous expliquer la problématique et l'approche suivie. La Palestine comprend 5,1 millions d'habitants, 3 millions à peu près en Cisjordanie, 2 millions à Gaza. Comme vous savez, notre population est surtout jeune. Les jeunes représentent 38% à peu près de moins de 15 ans et 30% entre 15 et 29. 29% de Palestiniens vivent dans la pauvreté, 14% en Cisjordanie, 53% à Gaza et 16,8% sous le seuil de la pauvreté, selon l'étude de 2017. Et ces chiffres, comme vous savez, sont des chiffres très hauts à cause des guerres successives et à cause de la situation dans laquelle nous vivons à la suite de l'occupation, ce qui a un impact global sur la situation palestine. Et c'est pour cela, malheureusement, la situation de la Cisjordanie est très difficile car
les autorités n'assurent pas les besoins de base. 24% de population n'ont pas assez de nourriture. Et au cours dans le cadre de l'étude de cette année 2021, nous avons vu que 15% d'adolescents ont souffert de la famine pendant la pandémie et la population aussi dépend beaucoup de l'aide étrangère. Les chiffres devant vous montrent les différentes carences en nutriments et cette étude s'est concentrée sur les adolescents, les carences telles que la vitamine A, l'acide folique, le zinc, des problèmes tels que l'anémie. Et ce sont surtout les femmes qui souffrent de l'anémie. Il y a également l'obésité, 25,6%. Cela est dû à une alimentation pauvre en nutriments. Il y a également le problème des boissons qui ont un impact sur la santé des adolescents. Un pourcentage d'adolescents ne reçoit pas assez de fruits et de légumes dans ces régimes alimentaires. Cette situation nécessite des interventions, des interventions au niveau national, au niveau de l'aide extérieure telles que l'UNICEF ou l'OMS. Cette problématique nécessite un renforcement du programme sur l'enrichissement de la farine. Il s'agit d'un programme national très fort, mais malheureusement, le suivi n'a pas le niveau souhaité. Et nous avons lancé une étude pour déterminer les causes principales derrière ces défis et le problème de la malnutrition. Pour comprendre les problématiques, les comportements problématiques également pour résoudre ce problème. Également, nous avons fait participer les différents acteurs dans le cadre de cette étude. Il s'agissait d'une étude globale pour déterminer un mécanisme efficace des programmes pour faire face à cette problématique. Et cette étude nous a permis de déterminer des stratégies nationales pour améliorer la situation de la santé et renforcer la collaboration avec les parties prenantes et les différents acteurs et nos collaborateurs pour améliorer la situation de la population palestinienne et améliorer les services. Donc, suite à cette étude nationale, nous avons établi ou lancé plutôt une initiative au niveau des institutions scolaires et que nous avons appelé Nutrition Friendly School Initiative. Et cette initiative a été lancée en collaboration avec les différents ministères. Elle est basée sur l'amélioration de la santé, l'éducation, la nutrition et la protection sociale. Elle vise à créer un environnement propice dans les institutions scolaires, mettre en place également des systèmes efficaces et des systèmes de gestion, assurer une alimentation riche en nutriments et faciliter donc l'accès des enfants à ces nutriments à travers les institutions scolaires.
Et l'application de ce programme se fait avec un soutien et suit des normes qui ont été établies et qui respectent les normes internationales dans ce domaine. Et cela pour améliorer la situation de la population en Palestine. Nous collaborons avec les institutions scolaires et avec la société civile, avec les familles et nous essayons de faire participer les parents, les mères, surtout pour que ce soit une appropriation, une approche collaborative qui changera les mentalités. Pour ce qui est des activités qui sont menées actuellement au niveau du pays, donc comme je venais de dire, cette initiative qui a été lancée dans les écoles, nous avons commencé tout d'abord par des écoles publiques dans des zones lointaines qui ne reçoivent pas tous les services. Ensuite, nous avons élargi le cercle pour comprendre d'autres institutions scolaires pour couvrir l'ensemble des écoles au niveau national. Nous essayons donc d'encourager ou d'améliorer l'alimentation à l'intérieur de l'école et plus tard également dans les familles à travers ce genre de sensibilisation. Nous essayons d'introduire donc une bonne alimentation, de bonnes habitudes alimentaires chez les adolescents et les enfants pour que ces habitudes se poursuivent même à l'extérieur de l'école plus tard. Et parmi les aliments également, il y a les aliments enrichis en fer, par exemple, et cette initiative se poursuit sous le contrôle du ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Santé. En parallèle, nous avons des programmes de sensibilisation pour ce qui est de la santé au sein des écoles. Ces campagnes de sensibilisation invitent les enseignants également d'y participer activement pour changer les mentalités. Et à cet égard, nous avons pu couvrir plus de 16 000 enfants. Et l'amélioration des mentalités, des habitudes alimentaires fait partie aujourd'hui du cursus scolaire national. Pour ce qui est des défis auxquels nous faisons face en ce moment, nous avons déjà parlé de ce problème de mobilité, la mobilité restreinte de la population. Ce qui fait que toutes les écoles où le ministère de la Santé n'a pas un accès facile à toutes les écoles. Il y a eu également la pandémie de la COVID-19 qui a aggravé les vulnérabilités et qui a eu un impact négatif sur ce programme dans les écoles. Nous avons remarqué également le phénomène de l'obésité qui a augmenté pendant cette période. Il y a également le programme de l'enrichissement de la farine, le programme national, et qui n'a pas un bon suivi pour l'instant, malheureusement, à cause d'un manque de ressources, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines. Et c'est un programme pour l'instant qui a un impact limité, malheureusement. Et nous avons un manque également de cadres. Toutefois, en dépit de tous ces défis, en dépit des restrictions causées par la COVID-19, aujourd'hui, nous essayons d'utiliser les nouvelles technologies pour avoir un meilleur accès aux enfants dans les écoles. Et
initiative arrive aujourd'hui à couvrir des écoles du public comme du privé et nous allons établir des protocoles également concernant les adolescents et engager la communauté nationale. Nous considérons aujourd'hui que les programmes de nutrition font partie des priorités du gouvernement et de la politique nationale et de la politique 2019-2030. Donc aujourd'hui, il faut que toutes les politiques nationales prennent en considération cette portée. Il est également nécessaire d'améliorer l'accès à tous les adolescents et aux enfants. À cet égard, nous avons établi une unité qui est chargée des adolescents et des jeunes au sein du ministère de la Santé et qui est en contact direct avec le ministre de la Santé pour une durabilité de ces programmes. Nous continuons notre travail au niveau des écoles en améliorant les services qui sont assurés aux enfants dans les écoles. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Moussa, pour cette excellente présentation. Je vous remercie d'avoir décrit les mesures prises en Palestine pour se pencher sur la malnutrition des adolescents dans le système sanitaire, notamment les écoles amicales et les fortifications et renforcements de l'alimentation, entre autres. Et nous allons maintenant entendre la dernière présentation en espagnol du Guatemala. Encore une fois, vous pouvez écouter l'interprétation, le cas échéant. Cette présentation sera faite par Natalia Cristina Espinal Corrales. Natalia est ingénieure chimique. Elle travaille actuellement pour le ministère de la Santé pour le programme de renforcement alimentaire. Elle a été donc inspecteur alimentaire. Elle a travaillé pour CONAFOR, à la Commission nationale de renforcement alimentaire et au Guatemala et était professeur à la faculté d'ingénierie. Merci, Natalia, c'est à vous. Merci. Est-ce que vous montrez vos diapositives, Natalia? Peut-être que Moussa devrait arrêter de partager ses diapositives. Merci, bonjour. C'est un vrai plaisir de représenter le ministère de la Santé et de l'Assistance sociale du Guatemala et de partager avec vous aujourd'hui l'expérience que nous avons eue en ce qui concerne le renforcement alimentaire en tant que stratégie pour traiter les carences en micronutriments au sein de la population. Le Guatemala est un pays à revenus intermédiaires supérieurs dont la population est de 18 millions de personnes. C'est la plus grande économie de l'Amérique centrale. Toutefois, cela renferme un grand nombre de contrastes alimentaires. L'enquête de 2014-2015 a indiqué dans ce domaine que 47% des enfants de 0 à 59 mois souffrent de retard de croissance et 52,5% des femmes en âge procréatif souffrent de surpoids ou d'obésité. Cela démontre aussi un faible accès aux services de santé et des modèles alimentaires monotones, axés sur les produits céréaliers de base et une faible consommation de produits à source végétale et animale. Nous avons mis en place un programme pour lutter contre la carence en micronutriments. Cette carence en vitamine
A chez les Guatémaltèques est contrôlé depuis 1990 par le biais du programme national de renforcement du sucre. Comme vous le voyez ici sur cette diapositive, en 1965, nous avons détecté que 26% des enfants souffrent de carence en vitamine A, ce qui représente un véritable problème de santé publique. Et les niveaux de rétinol montrent donc une baisse considérable qui est donc passée à 0,3%. Cette carence de vitamine A donc n'est plus un problème de santé publique au Guatemala. Toutefois, il est nécessaire de poursuivre le renforcement de ces niveaux bas, car il existe encore des cas de carence. S'agissant d'autres micronutriments, comme vous le voyez ici sur ce graphique, l'anémie, malgré une déficience modérée, connaît une tendance à la baisse chez les femmes et les enfants, notamment en ce qui concerne les taux dans les urines. Cela ne représente pas un problème de santé publique. Cela peut être un problème chez les femmes enceintes. En ce qui concerne la vitamine B12 et le zinc, il y a une carence qui fait l'objet de programmes de lutte dans ce domaine. Le ministère de la Santé et d'Assistance sociale, aux côtés de l'Institut de nutrition d'Amérique centrale et du Panama, ont permis de travailler ensemble pour la baisse de ces carences par le biais de renforcement. Le fluor, la farine de blé, le riboflavine, et j'en passe. Et plus récemment, il s'agit de farine nixtamalisée, c'est-à-dire un processus de renforcement du maïs. Vous voyez ici le résumé de la consommation par personne par le biais de la disponibilité dans les foyers. Vous le voyez, la consommation de sucre est restée constante sur 10 ans, à l'exception du sucre. Vous voyez que ces chiffres sont plus anciens. Quant à la consommation du pain, dans la majorité de la population consomme ce pain simple à 80% et on montre que la farine de blé est à hauteur de 30% de consommation. La consommation de sucre est historiquement élevée au Guatemala. Aujourd'hui, cela est dû au renforcement de sucre, mais cela a été traditionnellement une nourriture fortement consommée, malgré une déficience et une carence. Ces pays donc mettent au point une stratégie pour réduire la consommation de sucre et de sel. Et dans la mesure où les personnes changent d'alimentation, le niveau de micronutriments change également au sein de la population. Un des facteurs clés dans les succès qu'ont connus ces programmes de renforcement d'alimentation au Guatemala, c'est la création par le biais du Congrès de la République en 1992, le décret 44-92 sur l'alimentation, au but de coordonner et surveiller la performance de renforcement alimentaire et de programmes. Ce groupe qui compose la Commission nationale de renforcement est composé de membres de différents ministères, ministère de la Santé, de l'Économie, des Affaires internes, de la Finance et de l'Agriculture, ainsi que les entités pertinentes. Il s'agit notamment de différents ministères, mais aussi de l'Institut de nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, les producteurs de sel, de sucre, de farine et de maïs, la Ligue des consommateurs,
l'Organisation panaméricaine de la santé, l'UNICEF et l'Université de San Carlos. Il est important de rappeler que le ministère de la Santé, par le biais du département de réglementation et de contrôle, se charge de la surveillance de la réglementation et notamment en ce qui concerne l'assistance en laboratoire, les transports, la surveillance en termes d'activité qui garantit le renforcement de l'alimentation. Nous estimons que c'est un point fort dans notre pays, dans notre stratégie de renforcement alimentaire. Le programme de renforcement repose sur des normes qui organisent ces activités. Cela permet de garantir le renforcement et la surveillance réglementaire du renforcement et l'innocuité. Nous nous penchons sur l'étiquetage des alimentaires ainsi que l'incorporation de recommandations régionales en ce qui concerne le renforcement alimentaire utilisé par d'autres pays qui connaissent une réussite dans ce domaine. Il convient de rappeler que au sein du ministère de la Santé, il existe deux caractéristiques importantes. Primo, la formation et le renforcement des capacités des inspecteurs dans le programme de renforcement alimentaire. Ces inspecteurs ont tous été l'objet de formation en ce qui concerne l'innocuité et le contrôle de la production, mais aussi les programmes d'inspection plus larges. Tout cela représente un engagement et nous avons permis de mettre en place un programme conforme à la loi. Actuellement, le ministère de la Santé réalise le suivi de 84 usines d'aliments renforcés et un suivi de 41 entreprises d'importation, mais aussi le suivi de 309 produits qui sont autorisés à la commercialisation par le biais de l'enregistrement des aliments en vigueur. Nous avons aujourd'hui des éléments de fortification et de renforcement selon le règlement en vigueur. Vous voyez ici, il y a certains pourcentages en iode, fluor, tous ces éléments qui sont utilisés comme matière première dans l'industrie alimentaire, mais aussi le fer dans la farine, le blé, dans la semoule de maïs. Et ces chiffres sont de 2020-2021. Il faut rappeler que tous les micronutriments et les apports en dehors du fluor, tous ces programmes de renforcement ont une réalisation de 80%, ce qui est conforme aux journées de renforcement. C'est donc très acceptable. Lorsque l'on fait des ajustements pour ce qui est de l'enrichissement des aliments, il faut aborder les processus de fabrication pour les fabricants. Et il faut également se référer aux réglementations. Actuellement, l'on a vu qu'il y avait un besoin pour les règlements qui concernent l'enrichissement en sel et en sucre, qu'il devait y avoir des ajustements et qu'il fallait donc faire des ajustements pour ce qui est du sucre et du sel. Donc, nous travaillons à des propositions de modification et ce pour évaluer la conformité des enrichissements. Alors, au Guatemala, l'on considère qu'il faut suivre une approche durable, économique, et qu'il faut pouvoir soutenir les consommateurs et travailler avec l'UNICEF et d'autres institutions. Et c'est important pour suivre les programmes. Et nous avons suivi une approche
qui a réussi. Au Guatemala, nous avons tiré des leçons de notre expérience dans nos programmes d'enrichissement des aliments. Nous avons vu qu'à chaque fois que nous avions des preuves étayées sur l'impact des programmes d'enrichissement des aliments, que cela nous aidait pour continuer à promouvoir nos programmes. Nous remercions l'UNICEF, l'Institut de nutrition d'Amérique centrale et du Panama et la Commission nationale pour l'enrichissement des aliments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natalia, pour cette très bonne présentation sur les mesures prises au Guatemala. Vous vous êtes concentré sur le suivi des programmes et je sais que c'est un point faible pour des programmes dans de nombreux pays. Donc, je pense que votre présentation aurait été très utile. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'onglet des questions-réponses a été plutôt actif. Des questions ont été posées et certains de nos orateurs, oui, ont répondu. Et nous allons prendre une question que nous allons adresser à nos orateurs. Je vais commencer par Omar. Omar a déjà répondu à cette question dans le chat, mais si vous n'avez pas suivi, je pense que c'est une bonne question. Et je pense que c'est une question qui pourrait être intéressante pour tout le monde. Donc, Omar, est-ce que les orateurs, est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Omar, quelle est votre réponse à la question de savoir que devraient faire les pays concernant l'anémie? Dans de nombreux pays, c'est un problème continu malgré les efforts. Alors, quel serait votre conseil? Merci. Merci beaucoup. Je remercie également les collègues qui ont participé à cette session. Lorsque nous parlons d'anémie, l'on parle de carence en fer, et ça, c'est un problème, car la carence en fer n'est pas la seule cause d'anémie. Et en particulier dans les pays à faible revenu, c'est un problème, car l'anémie est présente en particulier dans les populations les plus riches, où l'alimentation est la plus équilibrée. Donc, le fer n'est qu'un seul facteur. Il faut reconnaître que l'anémie est un bio-indicateur de l'alimentation des individus et de la société. Il existe beaucoup de limites dans la nutrition, dans l'environnement, et donc il faut chercher quelles sont les causes de l'anémie. Ce n'est pas suffisant de mesurer la concentration d'hémoglobine. Il faut évaluer tous les biomarqueurs. Une fois que cela est fait, nous pouvons prendre les actions appropriées. Et donc, je pense qu'il faut reconnaître qu'il existe plusieurs causes à l'anémie et que le fer ne fait pas toute la différence. Merci. Merci beaucoup, Omar. J'aimerais donner la parole à Puanzaiza. Vous avez vu en Malaisie une baisse de l'anémie. Et donc, la question est la suivante. Avez-vous observé des progrès chez les nouveau-nés lorsque les taux d'anémie ont baissé? Alors certes, nous avons constaté une diminution de l'anémie, mais nous avons également des chiffres concernant l'obésité, qui est un problème. Donc, je n'ai pas les chiffres précis sur les liens entre la diminution de l'anémie et d'autres maladies. Mais ce que nous savons, c'est que 30% de notre population de femmes souffrent d'anémie. Donc, nous devons répondre à ce problème plus en amont. Nous avons également d'autres problèmes tels que l'obésité des mères, car nous commençons tout juste à suivre les chiffres dans ce domaine.
et il faut voir si cela engendre des problèmes de santé chez les mères. Merci beaucoup. Moussa, une question pour vous. Vous avez mentionné que vous avez reçu un soutien des systèmes de santé, d'éducation notamment. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'en est-il de cette collaboration entre les différents secteurs et quelles ont été les actions prises par les autres secteurs? Oui, alors à ce sujet, nous avons un comité national qui se concentre sur les étudiants. Et ce comité est géré par le ministère de l'Éducation en collaboration avec le ministère de l'Industrie, le ministère du Développement, le ministère des Programmes alimentaires et avec des organisations internationales. Les autorités sanitaires et les autorités législatives prennent également part aux travaux de ce comité. Il s'agit de mettre en place un système nutritionnel approprié pour les enfants en interdisant les boissons sucrées gazeuses et en interdisant les aliments très salés tels que les chips. Il y a également une interdiction sur les produits des chaînes de consommation, des produits transformés. Et tout cela permet de fournir une alimentation saine à la population. Il faut améliorer la coordination entre les ministères et les écoles et avec les institutions spécialisées des Nations Unies. Les recommandations de ce comité sont envoyées au ministère de l'Éducation, au ministre lui-même. Ces recommandations sont étudiées et ensuite elles sont publiées sous forme de législation. Et il y a ensuite une nécessité de promouvoir ces législations. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Natalia, nous avons reçu plusieurs questions concernant l'enrichissement de sucre sur ces programmes. Et donc, nous avons reçu plusieurs questions. Est-ce que la consommation de sucre a augmenté? Et est-ce que cela est dû au programme d'enrichissement du sucre? Et deuxième question, comment est-ce que vous arrivez à réduire la consommation de sucre et comment est-ce que vous faites pour réduire la consommation de sucre et en même temps mener à bien ce programme? Oui, alors comme je le disais lors de ma présentation, les moyens choisis sont les suivants. Au Guatemala, cela dépend de l'alimentation, car l'on ne souhaite pas encourager la consommation de farine, de sel ou de sucre. Mais comme je le montrais dans les graphiques, l'alimentation n'a pas changé au cours du temps. Ce qui a changé pour le cas du sucre, c'est le pourcentage de carence, qui n'est désormais plus un problème de santé publique. Donc actuellement, nous travaillons au ministère de Santé et à la Commission nationale pour l'enrichissement des aliments. Nous travaillons à la réduction des niveaux de sucre pour atteindre des niveaux adaptés. Et là, nous avons connu des réussites. Et donc, le phénomène que nous avons observé, c'est que les carences parfois augmentaient. Alors, ce que nous faisons également, c'est de développer d'autres stratégies pour ne pas encourager la consommation de sucre et de sel. Nous travaillons à une campagne avec la Commission nationale pour l'enrichissement. C'est une campagne qui sera publiée sur les pages Internet de l'INCAP, notamment.
il s'agit de montrer quels sont les avantages de l'enrichissement des aliments, mais également de présenter les recommandations, des recommandations d'apport appropriés pour ce qui est du sucre et du sel. Nous travaillons également à une proposition de réglementation. Celle-ci vise les étiquettes. Cela existe déjà dans certains pays, car le consommateur, sinon, est impuissant. Et donc, il faut qu'il puisse avoir accès à ces informations nutritionnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Natalia. Nous avons encore le temps de répondre à plusieurs questions. Alors, Omar, vous avez répondu à une question dans le chat, mais je pense à nouveau que c'est une bonne question, une question qui pourrait s'appliquer à d'autres pays. La question concernait le sujet suivant. Faut-il prendre des décisions programmées? Comment est-il possible d'ajuster les programmes? Parfois, les pays n'ont pas les données nécessaires pour prendre ces décisions. Alors, pouvez-vous nous donner des conseils pour s'assurer que nous ayons les données qui sont importantes? Et comment est-ce que les pays peuvent utiliser ces données? Merci beaucoup, Karen. C'est une question très importante. Et c'est quelque chose qui a été négligé pendant de nombreuses années. J'ai travaillé dans ce domaine depuis plus de 30 ans et j'ai travaillé avec plusieurs institutions de différents pays pour savoir comment mener des sondages. Mais ces sondages sont rares. Mais travailler sur les données concernant l'hémoglobine, par exemple, ce n'est pas suffisant. Pour ce qui est de... Nous avons parlé de l'anémie, mais il faut utiliser donc des biomarqueurs. Et les pays peuvent faire cela. Il faut que les pays cherchent ces données-là, surtout s'ils en ont les capacités, et ils peuvent ensuite procéder à l'analyse. Ce qui est important, c'est d'avoir les personnes qui soient sur le terrain et qui peuvent comprendre les différentes données, les interpréter et prendre des actions en conséquence. Et il faut également partager les leçons tirées entre les pays. Nous devons promouvoir certaines interventions, mais nous n'encourageons pas le fait que les programmes commencent par une évaluation. Il faut que nous ayons des spécialistes préparés qui puissent prendre des bonnes décisions dans les bons contextes. Donc, c'est sur cela qu'il faut travailler à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Omar. Alors, Panzaiza, je vais revenir vers vous. Une question. Pouvez-vous nous en dire plus sur les résultats des interventions alimentaires qui ont été menées dans les cliniques? Oui, alors comme je le disais dans ma présentation, nous avons une approche basée sur des indicateurs. Nous avons besoin de niveaux d'hémoglobine qui soient inférieurs à 11. Il faut que tous les districts, tous les États identifient quelles sont les causes de l'anémie dans leur clinique. Donc, il faut... Peut-être qu'il y a plusieurs causes, un manque de fer, un manque de respect des critères. Peut-être que les compléments qui sont pris ne sont pas les bons ou ne sont pas pris de la bonne manière. Donc, nous analysons tout cela. Mais nous avons un spécialiste qui est en charge. Nous cherchons qu'est-ce qui est dans notre contrôle, qu'est-ce qui est sous notre contrôle nutritionnel. Nous cherchons à voir qu'est-ce que nous pouvons faire, là où nous pouvons agir. Et c'est le rôle du nutritionniste de coordonner avec les spécialistes, les pharmaciens, pour trouver les différentes causes de l'anémie, par exemple.
Et ensuite, nous arrivons à une évaluation qui peut être faite à 36 semaines de grossesse. Donc, est-ce que les niveaux de 5% sont respectés? Ce sont ces questions-là auxquelles nous essayons de répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pranzaisa. Moussa, vous avez mentionné la COVID-19 dans votre présentation et l'une des questions était la suivante. Comment est-ce que la COVID-19 et la fermeture des écoles ont quelles ont été les répercussions Malheureusement, la pandémie a eu effectivement un impact sur les écoles. Notamment au début de la pandémie, nous n'avons pas pu accéder aux enfants, les rencontrer. À cause des problèmes de confinement. Mais toutefois, donc cela effectivement a été difficile, mais nous avons essayé de contrôler la situation en utilisant la technologie pour avoir accès aux enfants dans leur famille. Nous avons essayé de mettre en place des applications sur les téléphones mobiles et nous avons collaboré avec les écoles également pour rester en contact avec la population jeune. Ensuite, avec la réouverture des écoles, nous avons relancé la campagne, relancé le programme. Et nous nous sommes concentrés surtout sur les principes de la mise en application de ce programme en collaborant avec les différents acteurs, avec nos partenaires, pour contrôler la situation et pour promouvoir l'application et aller de l'avant avec la campagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Natalia, une question qui était plus générale, une question qui vient du Vietnam, où ils ont mis en place une loi sur l'enrichissement des aliments, mais il y a eu des difficultés de la part des industries. Donc, ce sont les industries qui produisaient, par exemple, de la farine, du sel. Ces industries devaient utiliser des aliments enrichis, mais pouvez-vous nous en dire plus sur la coopération au Guatemala avec les industries, notamment qui utilisent les aliments enrichis? Comment est-ce que vous travaillez avec elles? Comment faites-vous? Alors, pour ce qui est donc des carences identifiées grâce à des données officielles, nous avons donc identifié ces carences et nous travaillons également avec la Commission nationale pour l'enrichissement des aliments et le ministère de la Santé et avec d'autres ministères. Et nous donc travaillons ensemble pour créer un lien, pour trouver quelles sont les carences de la population et les secteurs qui travaillent avec ce programme se sont engagés. Et en particulier pour le secteur du sel, c'est un secteur qui est organisé, mais comme vous avez pu le voir dans les résultats présentés, nous continuons à enrichir les aliments. À partir du moment où il y a une réglementation, la réglementation provient d'un accord gouvernemental.
Et à partir de là, de cette réglementation, il faut la mettre en œuvre. La mettre en œuvre dans les secteurs qui doivent se plier à cette réglementation. Et les secteurs doivent s'engager, doivent respecter les critères. Donc, nous cherchons à établir une alliance et à établir des périodes de transition pour que les processus puissent être adaptés. Au Guatemala, pour ce qui est des aliments enrichis, ce qui s'applique aux aliments enrichis, est valable pour les aliments nationaux, les aliments importés et les aliments que nous consommons, les aliments transformés, mais la réglementation s'applique également aux aliments de base. Nous avons des études qui ont montré que lorsque nous faisons des études d'urine, nous avons vu des taux d'iode acceptables et cela venait par exemple de sel de table, mais également d'aliments qui contenaient déjà du sel. Donc, vous l'avez vu sur les graphiques que nous avons montrés. Pour ce qui est des aliments de base, nous avons des taux de 90%. Merci beaucoup. Très bien, merci. Je vous remercie toutes et tous. J'aimerais remercier les orateurs pour leur présentation. J'aimerais remercier les présentateurs d'avoir répondu aux questions et j'aimerais également remercier l'UNICEF et l'OMS pour organiser cette session. Je remercie également les interprètes et j'aimerais rappeler à tout le monde que l'objectif de cette semaine est de nous préparer au sommet de la nutrition pour la croissance et vous trouverez un lien vers la page Internet et vous pourrez y déposer vos engagements. J'aimerais également mentionner que dans 30 minutes, nous aurons une prochaine session, la session 6 sur les politiques fiscales. Je vous invite à y participer. Je remercie encore une fois nos participants, nos orateurs et j'espère que vous aurez trouvé cette session utile. Merci beaucoup.